Bonjour, que la paix soit sur vous. Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série pour l'année académique 2025-2026, donc une série autour de la notion de décryptage. Ce que nous allons faire, c'est prendre des interventions d'intellectuels, de politiciens, de journalistes, de chroniqueurs, de politiques qui s'expriment sur un sujet de société, un sujet d'actualité de tout type, et essayer de comprendre ce qui est dit, de décrypter la logique derrière le raisonnement, qu'on soit parfois d'accord ou parfois en désaccord, qu'il y ait un discours qui soit plein ou un discours qui soit manquant, qu'il y ait des biais d'interprétation qui soient d'ordre culturel, qui soient d'ordre idéologique, etc. Essayer d'en faire l'analyse, de voir ce qui se passe derrière le verbe en matière de construction intellectuelle pour nous éveiller, essayer de mieux comprendre avec rigueur, avec exigence, avec objectivité le plus souvent possible, mais aussi en défendant un certain nombre de principes, un certain nombre de réflexions sur notre époque, sur l'ère du temps, et nous en avons besoin. Donc nous ferons ceci de façon régulière, et vous pouvez, si vous avez une intervention que vous avez trouvée intéressante de quiconque, de quelque personne que ce soit, un intellectuel, un politique, un chroniqueur, et que vous aimeriez qu'on puisse en faire l'analyse, eh bien n'hésitez pas à nous faire parvenir la dite vidéo ou le propos, et nous prendrons le temps, si cela est intéressant, de pouvoir l'analyser. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une réflexion d'un grand philosophe, sociologue français, Edgar Morin, pour commencer. Et nous allons nous arrêter sur sa réflexion, voir de ce point de vue ce qui peut être tiré d'une intervention qu'il a faite il y a pas si longtemps que cela. Il a 104 ans, il a un vécu, une longue vie, une longue expérience, et il a été un résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il le dit d'ailleurs dans son livre-roman autobiographique, où il explique finalement jusqu'au moment de l'entrée en guerre comment il va s'intégrer à la résistance. Et sans doute d'ailleurs que la mémoire en France, qui le reconnaît comme le philosophe de la complexité et qui reconnaît son passé de résistant, eh bien, va l'honorer pour ceci. Il y a toute cette dimension de sa pensée qui est importante, et en même temps ses prises de position qui ont souvent été extrêmement courageuses, qui lui ont valu d'ailleurs des critiques de la part de co-religionnaires, de personnes de tradition juive qui ont dit qu'il était un juif qui haïssait ou qui s'auto-haïssait parce qu'il était critique à l'endroit d'Israël. Et il a eu de ce point de vue un discours qui est courageux, tout le temps courageux. Et de ce point de vue, il est resté fidèle à un certain nombre de ses principes dans cet engagement. Et de ce point de vue, il est intéressant de voir ce qu'il dit à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Alors, dans l'intervention que vous allez écouter, vous verrez qu'il expose une réflexion en 4 temps. Je vous laisse écouter, et puis nous y revenons. Je suis à la fois ahuri, bien lié, par le fait que ceux qui représentent les descendants d'un peuple qui a été persécuté pendant des siècles pour des raisons religieuses ou raciales, que les descendants de ce peuple qui sont aujourd'hui les décideurs de l'État d'Israël, que cela puisse non seulement coloniser tout un peuple, le chasser en partie de sa terre et vouloir le chasser pour de bon, mais en plus, après le massacre du 7 octobre, se sont livrés à un véritable carnage massif sur les populations de Gaza et continuent sans arrêt, frappant évidemment civils, femmes et enfants. Et
de voir le silence du monde, le silence des États-Unis protecteurs d'Israël, le silence des États arabes, le silence des États européens qui se prétendent défenseurs de la culture, de l'humanité et des droits de l'homme. Je pense que nous vivons une tragédie horrible parce que nous sommes aussi impuissants devant cette chose qui se déchaîne. Et au moins, moi je dis, témoigner, la seule chose qui reste, si on ne peut pas résister de façon concrète. Ce qui est intéressant de ce que vous venez d'entendre dans son intervention, c'est d'abord le rappel de l'histoire, où il se pose la question, lui qui a été un résistant, de comment est-il possible aujourd'hui que ceux qui furent les descendants de l'extermination qui s'est passée en Europe, et qui peuvent aujourd'hui soutenir l'État d'Israël, puissent soutenir ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se faire. Alors, après le 7 octobre, puisque c'est à ce moment-là qu'il prend la parole, il met en évidence, et il utilise des mots qui sont forts, le carnage, le massacre. Il met aussi en évidence le fait que l'on touche des civils, que l'on touche des femmes, que l'on touche des enfants. Et c'est important ce qu'il dit en termes de civils, parce qu'il ne s'arrête pas simplement à mettre en évidence qu'il y a des femmes et des enfants. Tous les civils, les hommes aussi, sont des civils. Et il ne faudrait pas dans le décompte qu'on les oublie, au nom on dit tous ces enfants qui sont morts ou toutes ces femmes qui sont mortes. Non, tous les civils et tous les innocents qui meurent sont des victimes et font partie du massacre et sont les victimes de ce massacre-là. Et donc, sa première réflexion de ce point de vue-là, elle est une réflexion sur la responsabilité de ceux qui, dans l'histoire, ont vécu la persécution. Comment peuvent-ils, de ce point de vue, faire ceci ou accepter que l'on fasse cela à une population? Et il met en évidence, de ce point de vue, la réalité de ce que c'est, à savoir le massacre d'une population, son déplacement. Et c'est un enseignement qui est important aussi pour quelqu'un qui a la mémoire de l'histoire du XXe siècle jusqu'au XXIe siècle, Edgar Morin, de dire mais en fait l'histoire se répète et ce n'est pas parce que ce fut, ce n'est pas parce que hier nous fûmes victimes que demain nous ne serons pas bourreaux. Il faut s'en souvenir parce que c'est vrai pour ce qui se passe aujourd'hui à Gaza en Palestine, mais c'est vrai dans l'histoire. Les victimes n'ont pas un chèque en blanc moral pour avoir été un jour victime, et on ne peut pas se prévaloir d'avoir été hier victime pour justifier n'importe quoi aujourd'hui, avec cette idée que comme nous fûmes victimes hier, tout ce qui pourrait être la critique de nos actions serait de l'antisémitisme. Et c'est cet engagement-là qui est celui d'Edgar Morin de ce point de vue-là et qu'il faut retenir. Le deuxième plan sur lequel s'articule sa réflexion de ce point de vue, c'est effectivement non pas simplement le carnage, mais c'est toute l'idée qu'il y a derrière cette opération. Il y a l'idée de coloniser la terre d'un peuple, et non seulement le coloniser, mais déplacer en plus cette population. Et ça, c'est aussi particulièrement important parce que ça met en évidence dans cette approche-là que sa critique, elle n'est pas simplement circonstanciée à ce qui se passe depuis 2 ans, mais elle l'a été d'ailleurs beaucoup plus généralement sur l'acte fondateur finalement de l'État d'Israël ou de la société israélienne, qui est un acte de colonisation au départ, puisqu'on prend la terre d'un peuple, et qu'elle se continue avec Gaza. Il ne fait pas dans le texte ici mention de la Cisjordanie, ce qui, de ce point de vue, doit être intégré à notre réflexion, parce que ce qui a été la réponse du gouvernement israélien, c'est de dire tout le temps Hamas, 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 mais si vous élargissez le champ doublement en termes spatial avec la Cisjordanie et en termes historiques avec tout ce qui s'est passé depuis
le XXe siècle, eh bien, ça ne tient pas. On est effectivement non seulement dans une opération de colonisation, mais effectivement aussi dans une opération de nettoyage ethnique. Alors, il n'utilise pas ces termes, mais l'idée qui est derrière ce qu'il dit sur le déplacement de la population, elle est bien liée à ceci, avec cette opération qui est continuée. C'est le deuxième point de son propos et qui est de ce point de vue intéressant parce qu'il réagit à une circonstance historique et il élargit le spectre sur l'opération elle-même à l'intérieur d'un contexte historique où il y a colonisation et il y a déplacement de population, ce qui revient à l'épuration ethnique dont parle Ilan Pappé, qui a aussi le même parcours d'une certaine façon que Edgar Morin dans sa critique de l'État d'Israël. Vient ensuite le troisième point, le troisième plan de sa réflexion, et là il faut l'entendre parce que il nous donne un exemple d'une certaine façon avec son histoire, avec sa parole, avec son témoignage, et nous allons revenir sur la question du témoignage, quand il met en évidence le silence. Et il met en évidence dans son propos, et de façon très juste là, et c'est ce qu'il faut retenir, d'abord le silence des États-Unis qui sont finalement le soutien d'Israël, et il faut se poser la question, on reviendra dans d'autres vidéos qu'on analysera si c'est finalement les États-Unis qui soutiennent Israël ou finalement Israël qui dicte sa politique aux États-Unis, mais lui il parle des États-Unis comme des soutiens d'Israël, et là un silence qu'il dénonce. Et il dénonce immédiatement après, ceci, il faut l'entendre, et il faut l'entendre avec force pour toutes celles et tous ceux qui critiquent l'Occident, dans lequel ils mettent alors les États-Unis et l'Europe, on y reviendra, mais le silence des États arabes. Et il met aussi en évidence, parce qu'effectivement, la rue palestinienne, elle en veut au monde arabe, et elle en veut aux États arabes, et les États arabes, de ce point de vue-là, ont manifesté dans ce dernier moment la trahison qui est la leur aujourd'hui n'est que la révélation d'une trahison historique. Il ne se serait pas passé ce qui s'est passé aujourd'hui si historiquement les États arabes n'avaient pas trahi, et c'est ce qui explique le silence. Alors, dans son intervention, Edgar Morin ne peut pas aller loin dans l'analyse, il met juste en évidence quelque chose que nous devons reconnaître. La raison de ce qui se passe n'est pas simplement la réalité occidentale des États-Unis ou de l'Europe, mais aussi des États arabes dans leur trahison et dans leur silence. La troisième instance qu'il met aussi ici en évidence parmi ceux qui se taisent, c'est l'Europe. L'Europe dont il dit et qu'il rappelle, elle se présente comme l'Europe des droits humains, l'Europe de la liberté et de la démocratie, et ce qu'a révélé ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est la trahison et l'hypocrisie finalement vis-à-vis de ces valeurs. Et il le dit clairement, alors c'est intéressant la façon dont il construit son propos pour nous rappeler que finalement la trahison, c'est la responsabilité partagée de tous les États hypocrites. Les États-Unis, évidemment, puisque c'est la seule chose, la première chose que l'on voit, mais de tous les États arabes qui ont trahi, et puis de l'Europe dont nous sommes des citoyens, dont nous sommes et dans lesquels nous vivons, et vis-à-vis desquels non seulement on se trouve dans une situation où soutenir la Palestine devient pratiquement un délit, mais dire n'importe quoi en soutien d'Israël, eh bien, devient une légitime d'une certaine façon. Et cela, ce silence-là, quelle que soit la situation, il n'est pas acceptable, il n'est pas le bienvenu. Dernier élément de son intervention, c'est ce qu'il dit de ce qu'il fait lui-même. Il dit, s'il n'y a pas les moyens de résister, au moins faut-il témoigner. Alors, pour nous, cette idée du témoignage, elle est essentielle. Être un témoin de ses principes humanistes, de sa foi, de sa religion, de son engagement, c'est ce qui nous est demandé. Nous, shuhada al-nas, on l'a même dans notre tradition. Et de ce point de vue, ce qui est intéressant, c'est que lui, il met en évidence, si on n'a pas les moyens de résister, au moins devons-nous témoigner. Témoigner par le verbe, témoigner par la présence. Et c'est ce qu'il essaye de faire, lui, au moment où il prend la parole.
Et donc là, il faut, de ce point de vue, élargir, parce que, et c'est peut-être cela qu'il faut entendre, cette idée de l'impuissance. Si on est impuissant à pouvoir changer les choses, eh bien, il faut témoigner. C'est vrai dans la réalité que dans l'impuissance, au moins faut-il témoigner. La vraie question, et qu'il faudrait compléter dans le propos d'Edgar Morin ici, c'est: sommes-nous véritablement impuissants? Y a-t-il véritablement une impuissance? N'est-il pas, de ce point de vue, le temps de nous réveiller intellectuellement, socialement, pour faire en sorte que cette impuissance que l'on entretient dans nos esprits et dans nos émotions et dans notre réalité quotidienne, eh bien que nous transformions ceci en une véritable action qui aille au-delà du témoignage, ou plutôt disons que ce soit l'action qui soit le témoin. Ça veut dire, de ce point de vue, dans ce que nous consommons, dans ce que nous disons, dans ceux avec qui nous interagissons. Il faut faire des choix aujourd'hui moraux, des choix citoyens, des choix de dignité. On ne peut pas faire comme si tout continuait de la même façon. Le véritable témoignage, ce n'est pas simplement de constater son impuissance dans la résistance, c'est de résister en cherchant tous les moyens de pouvoir justement traduire la puissance de la foi, de la conviction, de la foi en ses principes, de la foi en Dieu quand on est croyant, dans la foi en ses principes, dans la foi en la justice, dans la foi en la liberté et surtout de l'égalité de tous les hommes. Au moins, commençons par ce témoignage-là, c'est que tous les êtres humains sont égaux et que les Palestiniens le sont de la même façon. C'est ce que dit très justement et ce que sous-entend très justement Edgar Morin. C'est ce que nous devons nous dire et faire. En allant encore plus loin que ce qu'il dit, il a le témoignage de l'âge, il faut que nous ayons le témoignage de l'action. Par l'action concrète socialement, par l'acte qui va même jusqu'au boycott, s'il faut boycotter ce qui est la production d'un État ou d'un gouvernement. Les consciences du monde aujourd'hui l'attendent de nous. Il faut de ce point de vue-là, que ce soit dans ce que nous achetons, dans ce que nous disons, de ceux avec qui nous coopérons, dans le fait de demander à nos États: cessez d'envoyer des armes, cessez de collaborer, faites cesser l'horreur. Parce que cette horreur qui est le produit d'une société qui a déshumanisé tout un peuple, de gouvernement qui a déshumanisé tout un peuple, en l'observant, en le regardant, c'est nous finalement que nous déshumanisons. C'est nous qui perdons notre dignité. Alors à l'écoute d'un homme qui a montré dans la dignité de son engagement, dans la résistance, qu'il ne fallait jamais démissionner, eh bien il ne faut jamais cesser d'agir. C'est le témoignage de cet homme qu'il faut analyser et comprendre là où peut s'arrêter sa parole et là où doit commencer notre action. Que la paix vous accompagne.